Bonsoir, deux titres au sommaire de l'actualité ce soir. Quel avenir pour les jeunes? Les étudiants aussi s'interrogent. Les consultations nationales de la jeunesse se proposent d'aborder les véritables problèmes qui assaillent les jeunes de Guinée. À suivre également J-1, la fête de Ramadan se prépare. Zoom ce soir sur le stress d'un styliste. Comment livrer les habits à temps? Les clients sont impatients, voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. L'identification des besoins de la jeunesse guinéenne par zone est en cours. Ces consultations nationales devraient permettre à terme de recueillir les problèmes et aspirations des jeunes de Guinée. On s'intéresse ce soir aux étudiants. Ils sont en général à la fois ambitieux, prometteurs et inexpérimentés. Et ces rencontres sont pour eux une opportunité à saisir. Kerna Ousmane Diallo. Entamé le 25 mai dernier, la consultation nationale de la jeunesse se poursuit. Ce projet initié par le gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse offre l'opportunité aux jeunes de faire entendre leur voix. Dans les milieux universitaires, le projet est bien accueilli. Les étudiants expriment leurs préoccupations. Je suis un étudiant, mais un étudiant, normalement, il a le droit au stage. Tu travailles, tu étudies, après tu fais des stages. Et des stages qui sont rémunérés. Mais on n'a pas l'accès à ça ici. C'est ce qui fait que nous finissons les études, mais nous n'avons pas d'expérience. Et si tu étudies, après les études, tu pratiques ce que tu apprends. Ça va dans la performance. Les institutions de crédit qui sont là, telles que les banques, n'octroient pas de crédit aux jeunes. Les jeunes ne sont pas du tout subventionnés parce que les banques disent qu'ils ont besoin de garanties pour subventionner les jeunes. Et nous, les jeunes, quand nous sortons de l'université, nous avons des bonnes initiatives, nous avons des bonnes idées. Mais lorsque nous ne sommes pas soutenus, on ne peut pas mettre en œuvre. La consultation nationale de la jeunesse est aussi perçue comme une revue à mi-parcours de la stratégie de développement de la jeunesse et des sports 2010-2020. Plus de 2000 jeunes sont mobilisés pour la réussite de l'opération, censée couvrir tous les quartiers de la Guinée et toutes les sous-préfectures du pays pour déterminer la cartographie des difficultés qui entravent l'épanouissement des jeunes. À la tête de cette entreprise, une jeune commissaire porte-voix de la jeunesse, c'est elle qui remettra le cahier de doléances des jeunes Guinéens au chef de l'État dans la première semaine du mois d'août prochain. Ce qui change déjà, c'est que ce soit nous les jeunes qui parlons aux jeunes. Ce sera nous les jeunes qui demandons aux jeunes ce qui ne va pas, ce qui ne va vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Et ça crée, au fait, entre nous, ça crée une déchirure. Parce qu'avec l'autre génération, nous ne nous retrouvons pas. Si nous regardons les cadres, les jeunes, nous disons qu'il y a trop de vieux qui devraient aller à la retraite. Mais ce n'est pas juste ça. Cette consultation, c'est pour qu'on se dise que vraiment l'État nous donne une place dans cette société, qu'on a le droit de s'exprimer et de discuter avec eux. Le processus est dans sa troisième phase. Le moment de synthétiser les différents rapports des équipes dépêchées sur le terrain pour collecter les informations afférentes aux préoccupations des jeunes de 15 à 35 ans. Fonction publique, on se dirige vers une obligation de résultat des travailleurs guinéens. Un outil de management vient d'être mis à la disposition du département pour une gestion axée sur les résultats. Pour l'instant, on est à la phase formation. Une trentaine de cadres se familiarisent avec cette technologie. Baba Kouyaté. La nouvelle approche d'une administration moderne et efficace est basée sur la gare. La gestion axée sur les résultats. Un outil considéré par les spécialistes de la réforme comme la logique de la qualité, de l'efficacité et la logique de l'économie. Une trentaine de cadres de la fonction publique se familiarisent avec cet outil de nouveau management public. Comme vous le savez, la réforme en cours dans le pays s'inscrit dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Discuter avec le participant des orientations stratégiques pour implanter progressivement la gare dans l'administration publique guinéenne. Le service rendu aux citoyens est au cœur de la nouvelle politique de modernisation de l'administration. La gare est donc considérée comme un outil impératif à cet effet. D'ailleurs, la dernière loi organique des finances tient compte de la nouvelle donne. Notre Assemblée nationale a voté la loi organique relative aux lois des finances et cette loi organique relative aux lois des finances met l'accent sur le budget programme. Ça veut dire que nous devons passer maintenant du budget classique au budget programme. Or, le budget programme
est un des outils de la gestion axée sur les résultats. Pendant 3 jours, les cadres de la fonction publique vont tenter de maîtriser les contours liés à ce nouvel outil de management qui améliore efficacement les qualités de service. En sommes-nous avec la campagne de récupération des réserves foncières de l'État? Depuis début juin dernier, la machine s'est mise en route pour dégager les domaines publics réservés à d'autres fins. Ce soir, dans l'émission Coup de projecteur, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire fait le point sur le niveau d'évolution de l'opération. Suivez. Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des Guinéens et de leur existence, nous sommes en discussion avec plusieurs partenaires. Nous avons signé déjà quelques conventions pour la construction de logements. Soit de logements sociaux, soit de logements de haut standing, pour donc, je le dis bien, améliorer non seulement l'habitation, mais le cadre de vie, par conséquent le cadre de vie des citoyens guinéens. Donc, il ne faudrait pas que les gens prennent l'habitude d'aller s'installer sur les domaines de l'État. Et en tout cas, pendant le temps que je serai à la tête de ce département, je mettrai tout en œuvre pour récupérer tous ces domaines de l'État qui sont illégalement occupés pour que nous puissions honorer nos engagements vis-à-vis des partenaires qui n'ont besoin que de domaines pour commencer les constructions. Le ministre Lunseni Camara au micro d'Isidore Gonona Nanamou de Tunkarata. L'intégralité à suivre à 22h30. Nos frères et amis français étaient en fête hier et nous avec eux. Le 14 juillet a été célébré à la résidence de l'ambassadeur de France. Moment de retrouvailles pour juger de l'excellence des rapports entre Paris et Conakry. Une grande délégation du gouvernement guinéen était aux côtés des résidents français. Makale Souma, Mekine Moussa Camara. Depuis la prise de la Bastille en France le 14 juillet 1789, cette date est devenue le symbole de la chute de l'absolutisme. Et depuis son instauration comme fête nationale, les Français la commémorent chaque année à travers le monde en faisant un bilan. En Guinée, l'ambassadeur Bertrand Cochery est largement revenu sur les liens qui unissent Français et Guinéens. Des liens qui se sont davantage consolidés depuis l'apparition de l'épidémie à virus Ebola. Lorsque la Guinée subit les épreuves, et l'épidémie d'Ebola est une épreuve sans précédent, que nous n'avons pas encore définitivement surmontée et dont nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences, la France est aux côtés de votre pays. C'est tout le sens de la visite historique du président François Hollande à Conakry le 28 novembre 2014. Le thème retenu cette année pour commémorer le 14 juillet est celui de la lutte contre le terrorisme qui nécessite solidarité et surtout audace, tout comme l'épidémie Ebola que traverse actuellement la Guinée. Je voudrais remercier la France pour sa contribution spontanée à la lutte pour l'éradication de ce fléau, ainsi que pour son engagement à accompagner la dynamique de reconstruction post-Ebola entreprise par le gouvernement guinéen. C'est au cours de cette même soirée que Dr Sakoba Keita, coordonnateur national de riposte à Ebola, a été décoré pour son engagement dans la gestion de cette épidémie. Cette décoration vient galvaniser mon énergie à œuvrer davantage pour le contrôle rapide de cette épidémie pour notre pays. C'est donc un vibrant hommage qui a été rendu ce 14 juillet aux 2500 personnes décédées depuis l'apparition de Ebola en Guinée, mais également à tous les médecins français, ONG et autres partenaires qui se succèdent en Guinée pour vaincre et éliminer cette épidémie contre quoi vigilance et persévérance doivent toujours être de mise. Cette épidémie, justement, l'UNICEF fait le point sur ce qui est acquis du côté de Farana en matière de prévention. L'institution a organisé récemment une formation à l'intention des leaders communautaires et agents de santé. Farana, pour l'instant, c'est 0 cas, mais comme on nous enseigne, il vaut mieux prévenir que guérir. Moussa Bangoura, Silati Kourouma. D'agents de santé de la préfecture de Farana à l'école pour la consolidation des acquis dans la riposte à Ebola. C'est pour maintenir le cap de 0 cas dans la préfecture. L'initiative est de l'ONG Association pour la promotion de la gouvernance des initiatives locales en partenariat avec l'UNICEF Guinée.
Plusieurs mois ne notifient plus de cas Ebola, mais désormais qui sont beaucoup plus enclenchés dans le processus post-Ebola. Donc il s'agit pour nous de la relance de tous les programmes de développement, c'est-à-dire à savoir la fréquentation des services de santé par les populations, la reprise de tout ce qui est campagne de vaccination de routine, telles que la polio, la méningite, etc. chez les enfants. Et aussi, il s'agit de la consolidation des acquis, c'est-à-dire comment les populations doivent rendre pérennes toutes les bonnes pratiques qui ont été vraiment édictées pendant cette période Ebola. Le respect des règles d'hygiène, l'éducation des communautés, le renforcement de la vigilance ont été des sujets débattus lors de cette rencontre. Cette formation nous a permis, n'est-ce pas, à renforcer encore nos capacités de communication quand nous sommes en face des populations, surtout en temps d'épidémie. Elle est venue à point renommé. Pour des mesures de prévention, l'UNICEF a formé aussi 60 autres leaders communautaires dans la sous-préfecture de Tindo et Tiro, deux localités frontalières avec des pays touchés par la maladie. Et l'exemple ce soir d'une famille décimée par Ebola, 13 des 17 membres ont été emportés par la maladie. Il s'agit de la famille Souma, quartier Afia Minière. Le drame affecte la Croix-Rouge. L'institution a décidé d'aider cette famille au moins par la reconstruction de la maison familiale. Moussa Komara. Abbas, Yari, Buntourabi et Fatoumata sont les 4 survivants de la famille Souma à Afia Minière. Ici, 13 membres, y compris le père de famille, ont été tués par le virus Ebola. Après leur avoir apporté des vivres, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'engage à reconstruire la maison des victimes, un bâtiment fortement dégradé par les récentes pluies. C'est très important pour nous, tant que Croix-Rouge, Croissant-Rouge, on accompagne les familles, pas seulement dans les phases épidémie, mais aussi après l'épidémie, parce qu'ils ont des besoins immunitaires. C'est la raison pour laquelle on a lancé ce projet pilote, mais aussi on va continuer pour accompagner d'autres familles à niveau pour construire leur maison, s'ils ont besoin de maison, problème de santé, s'ils ont problème de santé. À 14 ans, cette fille a perdu ses parents dans cette épidémie dont elle a survécu. Mais elle en sort avec des problèmes oculaires. En plus de la reconstruction des bâtiments, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge va prendre en charge ses frais médicaux. Plusieurs d'entre nous dorment dehors depuis que notre maison s'est effondrée après le grand vent. Et si aujourd'hui, la Croix-Rouge a décidé de reconstruire la maison de la famille, nous ne pouvons que les remercier. Dans 2 mois, le bâtiment de la famille sera entièrement reconstruit. Le coût total des travaux est estimé à 51 millions de francs guinéens. Cet appui des sociétés de la Croix-Rouge s'inscrit dans un vaste programme lancé le 9 juillet en faveur des survivants et familles affectées par le virus Ebola. Des jeunes filles de Guinée au service de la paix se font appeler les Amazones de Kindia et œuvrent pour des Amazones de Yimbaya et œuvrent pour la réconciliation nationale. Ce matin, elles ont organisé une cérémonie de lecture du Coran pour accompagner les efforts des acteurs impliqués dans le processus. Elles s'intéressent également à la lutte contre Ebola. Rose Pocho. Ces derniers jours du Ramadan sont pour Fanta Diawara un moment d'intense prière. Par la sensibilisation, elle partage cette dévotion avec les autres filles du quartier. Ce jour, la mobilisation porte sur l'éradication du virus Ebola. Organisée aujourd'hui en association, elles aspirent à un seul objectif. Nous avons vu qu'aujourd'hui, notre pays est menacé par une maladie et nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran pour prier la clémence de Dieu, pour sortir la Guinée de cette maladie. Ensuite, prier pour l'unité nationale en Guinée. Ensuite, prier pour notre président de la République, le professeur Alpha Condé, afin que la paix règne en Guinée. Outre la sensibilisation sur les méthodes de lutte contre l'épidémie, les filles et femmes du quartier Yimbaya accompagnent leur lutte par des actes de foi.
Ce mercredi, elles ont organisé des prières à la mosquée Yimbaya pour implorer la grâce d'Allah, surtout en ce mois saint. Nous sollicitons que ces genres de regroupements se multiplient dans notre commune et qu'on prêche la paix dans les mosquées. On demande de toutes les bords politiques de se donner la main pour qu'on puisse avancer ce pays à travers les jeunes filles, à travers nos mamans, pour que... Avec la campagne qui est proche, qui est à la portée de ce pays-là, vraiment on veut la paix. À travers ces moments de foi, ces jeunes dames s'impliquent ainsi dans le processus de réconciliation nationale. Elles espèrent que cet exemple sera suivi par les acteurs directement impliqués pour relancer la machine de la paix. Le quartier Sigmadina, les imams se mobilisent pour la promotion de la paix. Une conférence islamique a récemment abordé le sujet. La démarche vise à promouvoir l'unité nationale. Plusieurs autres thèmes ont été abordés, comme le rôle de chacun pour le développement de la Guinée. Abdoulaye Diallo. Ils sont venus des concessions de la Sigmadina pour écouter la parole des imams. Un seul thème est à l'ordre du jour, l'islam et la paix. Deux concepts complémentaires. Ce que l'islam recommande, il recommande d'être ensemble. Quand on fait ça, vraiment Dieu même va nous aider parce que la prière qu'on fait maintenant devant Dieu, il va accepter. Mais quand ce qu'on dit à Dieu et ce qui se trouve dans notre cœur, ce n'est pas la même chose, Dieu ne va jamais nous aider parce qu'on s'est trompé nous-mêmes. L'islam, religion de paix et de tolérance, exige des fidèles l'unité et l'entente comme le recommande le Saint-Coran. Pour le conférencier, les fils d'une même nation se doivent l'amour réciproque et cela pour plusieurs raisons. Dieu, même dans le Coran, quand il parle, il dit nous. Au lieu de dire moi, mais il dit nous. Pourquoi? Il dit que lui-même, il aime les mondes. Et si on ne se donne pas la main, sachez qu'on va avoir tout, les bauxites là, ça ne va pas nous servir. Les diamants, ça ne va pas nous servir. Tout ce que nous avons ici, on aura tout, mais ça va partir comme ça, on ne peut pas en bénéficier. En initiant cette première rencontre religieuse, les organisateurs comptent intensifier la sensibilisation des populations de ce quartier aux vertus et principes islamiques. Nous disons que l'on ne peut pas mieux défendre, l'on ne peut pas mieux présenter les acquis du gouvernement aujourd'hui dans une pagaille totale. Donc nous cherchons plus à sensibiliser les gens, nous cherchons plus à ramener les gens autour d'une table ronde, tout en leur disant que l'essentiel c'est une entente, l'essentiel c'est un dialogue. Il ne s'agit pas de faire des casses, il ne s'agit pas de jeter des pierres, il ne s'agit pas de casser les édifices publics. L'organisation de cette activité permet de renforcer les liens de fraternité entre les habitants de ce quartier. Cela à quelques mois des élections. Dans l'actualité également, les stylistes, ils travaillent actuellement sous haute pression à un jour de la fête de Ramadan. Ils doivent livrer les habits, la clientèle s'impatiente, eux tailleurs font de leur mieux. Parfois c'est chaud entre les deux camps. La réalité d'un couturier dans ce dernier virage avec Marouf Ba et Alpha Baldé. Dans la haute banlieue de Conakry, Maître So et son équipe travaillent sans répit depuis 2 semaines. Leur défi, livrer les commandes des clients avant la fête de Ramadan. Le bruit cadencé des machines marque la course engagée contre la montre. Depuis le 15, on a arrêté de prendre la vie. On ne voulait pas... Les gens viennent pleurer derrière nous, on n'a pas fait leur travail. C'est pour cela qu'on a arrêté. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont envie de prendre, mais je ne peux pas prendre parce que je ne peux pas finir ici la fête. Dans un coin de l'atelier, ces placards sont remplis d'habits de fête en attente d'être cousus. Plusieurs clients sont inquiets. Contrairement aux années précédentes, la présence de l'électricité est source d'espoir. Le maître couturier se veut rassurant. Je calcule, moi, j'avais pris 3 groupes que je travaillais avant. De temps en temps, tout ça, là, ça peut tomber en panne. Ça va tomber en panne, ça me retarde beaucoup, mais maintenant c'est amélioré beaucoup, hein, avec le courant. On est très satisfait. Cette dame est une fidèle cliente de l'atelier. Elle vient de récupérer ses habits, c'est le soulagement. Il a déjà fini de faire mes habits, donc à chaque fois je viens ici, donc c'est pas pour la fête, je ne suis pas venue pour la fête. Parce que ça reste 2 jours, donc je ne peux pas venir. Je suis venue juste pour prendre
mes habits. Moi, c'est la qualité qui compte. Contrairement à Safiatou, plusieurs autres clients devront attendre encore quelques heures. Chez Maître So, le désespoir n'a point sa place. On est toujours sous le choc du décès de notre bien-aimé et ami Ansoumane Damaro Camara. Il s'en va, plongeant ainsi le monde de la culture dans le deuil. C'est cet après-midi qu'il a regagné sa dernière demeure. C'est l'heure du grand repos pour Blasco, qui aura reçu des témoignages émouvants au Palais du Peuple. Mohamed Yampé Souma. Cet homme était un véritable promoteur du showbiz de la sous-région. Ansoumane Damaro Camara Blackso a rendu l'âme lundi 13 juillet à Conakry des suites de maladie. Considéré comme l'un des meilleurs acteurs culturels du pays, Blackso s'est toujours battu pour promouvoir les artistes de la sous-région. Ansoumane Damaro avait réussi à créer une symbiose entre les artistes maliens et guinéens. Il tenait toujours à remplir le Palais du Peuple lors de ces événements. Aujourd'hui, le même endroit est plein pour lui rendre un vibrant et ultime hommage. Blackso, c'était vraiment un homme puissant de la culture guinéenne. Et moi, il m'a toujours soutenu. Partout où il me voyait, c'est avec les bras ouverts. Donc aujourd'hui, je suis vraiment touché. Il a été la première personne qui m'a tendu le micro. Il a eu confiance à ma personne. Sinon, il y a beaucoup de journalistes présentateurs en Guinée. Mais moi, il m'a choisi. Il m'a dit, présente mon spectacle. Je suis venu, j'ai présenté le spectacle de Saoutine. C'est parti comme ça. Kimbo, comme on l'appelait, était à tout moment disponible au service de la Guinée. C'est pourquoi, membres du gouvernement, députés et la famille culturelle pleurent à jamais son décès. J'ai battu corps et âme contre vent et marée pour le rayonnement de la culture guinéenne. Il est difficile et même très difficile de parler en ce moment de Ansoumane Camara Blackso, couché comme il est, lui qui avait de l'énergie à revendre. Vous l'avez montré et démontré en même temps que notre fils Ansoumane Damaro Camara était plutôt le vôtre. Et nous vous en remercions. Je saisis l'occasion au nom de la famille pour charger M. le Premier ministre de remercier tout son gouvernement et naturellement, en son absence, de remercier le président de la République. Ansoumane Damaro est né en 1968 à Monrovia, capitale libérienne. Kimbo était marié à une femme et père de 2 enfants. Blackso s'en va avec beaucoup d'ambition, dont la plus connue était d'exporter les talents des artistes guinéens vers les États-Unis. Il a regagné sa dernière demeure ce mercredi au cimetière de Cameroun. Blackso repose en paix. Amina, paix à l'âme donc de Blasco Damaro Camara. Un rendez-vous 23h30 ce soir pour l'émission Coup de projecteur avec Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata. C'est la fin de cette édition. Bonsoir. Ntanangi kerfara suma kursi tinanna alu fola fi kursi suko fure na mini alu na docteur fi nan ko toroma ngwa kursi nde faka mana suko fure ko ali mana moyen muna nan ko be donc na moyen tari nana nyama ngwa yo kursi nde ye no ma kasarde mais ka ali moyen tan nana kursi mu no ma kasarde suko fure ku ngwa ma fi ndive na han tanna a wol mana ile dan gabin di kobir kainan tanna ndambe khalisa kobri tampima awal manna kobri anaboha awal mansiga maka 2014-2015 nous avons pu sortir une feuille de route dans laquelle nous avons différentes actions qui ont été planifiées et dont nous continuons la mise en œuvre avec l'appui des partenaires comme le PNUD, comme l'UNICEF, comme l'UNFPA, comme le PAN, comme Plan et autres. Nous avons dans ces différentes actions la mise en œuvre par exemple de la construction des
maisons des jeunes, les 13 maisons des jeunes sur Conakry et à l'intérieur du pays. Sur ces 13 maisons des jeunes, il y en a déjà 3 qui ont été officiellement inaugurées par M. le Président de la République. Il y a 3 qui sont en cours de construction et qui vont s'achever, j'imagine, d'ici la fin du mois de mai, et donc qui pourraient être mis aussi à disposition de la jeunesse. Il y a également le projet de démarrage que nous appelons projet entrepreneuriat, qui consiste à accompagner une trentaine de jeunes qui ont des projets conséquents, qui sont sous-capitalisés et donc qui nous permet, avec un appui du gouvernement, de porter des financements à ces projets-là pour leur permettre de mieux se développer et mieux s'épanouir. Donc sur les 35 entreprises, il y a déjà une vingtaine de dossiers qui sont reçus et qui sont au niveau de Afriland Bank, parce que Afriland Bank est le partenaire avec lequel nous développons ce projet. Dans le domaine agricole, il y a à peu près une vingtaine de projets portés par les jeunes dans le secteur agricole, qu'on appelle projet EJAC, qui ont bénéficié des machines, j'allais dire des tracteurs et des motoculteurs sur l'ensemble du pays. Ces 75 motoculteurs qui ont été envoyés dans les différentes préfectures, c'est une trentaine de tracteurs qui ont été, des tracteurs agricoles bien sûr, qui ont été envoyés. Il y a 35 jeunes qui ont reçu une formation en termes de gestion d'une entreprise agricole. Tout cela s'est fait et aujourd'hui, effectivement, ces jeunes entrepreneurs agricoles sont en train de travailler à l'intérieur du pays. L'une des grandes opérations aussi, c'est la participation de la jeunesse dans la lutte contre Ebola. Nous avons pu mobiliser 2100 jeunes sur Conakry. Cette étape, j'allais dire, cette opération s'est bien portée, et parce qu'il y avait l'accompagnement de l'UNICEF et du plan dans cette opération, tout comme l'UNFPA d'ailleurs. Et lorsque nous avons fait l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que le ministère et les jeunes pouvaient faire plus, ce qui nous a permis donc de concevoir la seconde étape du projet de lutte contre la riposte à Ebola. Cela, bien sûr, en fonction de l'appel lancé par M. le Président de la République sur la mobilisation nationale pour nous permettre de lutter Ebola hors du pays. Et dans ce sens donc, hormis les 2100, il y a eu 500 jeunes qui ont été mobilisés en Moyenne-Guinée, qui ont été formés et déployés pendant 2 semaines. Actuellement, il y a 700 jeunes qui sont mobilisés sur Koya Fourekaria. Pendant 8 semaines, ces jeunes ont été déployés. Et également, nous sommes en train de préparer la mobilisation de 15 000, parce que effectivement, à la suite des 2 interventions, nous nous sommes dit qu'on pouvait porter ce chiffre-là à 15 000 jeunes. Nous avons également pu mobiliser autour du ministère de la Jeunesse et des autres partenaires qui sont dans ce processus de lutte-là, 305 kits de télévision donnés à l'ensemble des collectivités rurales et urbaines. Nous avons aujourd'hui mobilisé des kits sportifs comportant des...
Ce mercredi, elles ont organisé des prières à la mosquée Yimbaya pour implorer la grâce d'Allah, surtout en ce mois saint. Nous sollicitons que ces genres de regroupements se multiplient dans notre commune et qu'on prêche la paix dans les mosquées. On demande de tous les bords politiques de se donner la main pour qu'on puisse avancer ce pays à travers les jeunes filles, à travers nos mamans, pour que... Avec la campagne qui approche, qui est à la portée de ce pays-là, vraiment on veut la paix. À travers ces moments de foi, ces jeunes dames s'impliquent ainsi dans le processus de réconciliation nationale. Elles espèrent que cet exemple sera suivi par les acteurs directement impliqués pour relancer la machine de la paix. Le quartier Sigmadina, les imams se mobilisent pour la promotion de la paix. Une conférence islamique a récemment abordé le sujet. La démarche vise à promouvoir l'unité nationale. Plusieurs autres thèmes ont été abordés, comme le rôle de chacun pour le développement de la Guinée. Abdoulaye Diallo. Ils sont venus des concessions de la Sigmadina pour écouter la parole des imams. Un seul thème est à l'ordre du jour, l'islam et la paix. Deux concepts complémentaires. Ce que l'islam recommande, il recommande d'être ensemble. Quand on fait ça, vraiment Dieu même va nous aider parce que la prière qu'on fait maintenant devant Dieu, il va accepter. Mais quand ce qu'on dit à Dieu et ce qui se trouve dans notre cœur, ce n'est pas la même chose, Dieu ne va jamais nous aider parce qu'on s'est trompé nous-mêmes. L'islam, religion de paix et de tolérance, exige des fidèles l'unité et l'entente comme le recommande le Saint-Coran. Pour le conférencier, les fils d'une même nation se doivent l'amour réciproque et cela pour plusieurs raisons. Dieu, même dans le Coran, quand il parle, il dit nous. Au lieu de dire moi, mais il dit nous. Pourquoi? Il dit que lui-même, il aime le monde. Et si on ne se donne pas la main, sachez qu'on va avoir tout, les bauxites là, ça ne va pas nous servir. Les diamants, ça ne va pas nous servir. Tout ce que nous avons ici, on aura tout, mais ça va partir comme ça, on ne peut pas en bénéficier. En initiant cette première rencontre religieuse, les organisateurs comptent intensifier la sensibilisation des populations de ce quartier aux vertus et principes islamiques. Nous disons que l'on ne peut pas mieux défendre, l'on ne peut pas mieux présenter les acquis du gouvernement aujourd'hui dans une pagaille totale. Donc nous cherchons plus à sensibiliser les gens, nous cherchons plus à ramener les gens autour d'une table ronde, tout en leur disant que l'essentiel c'est une entente, l'essentiel c'est un dialogue. Il ne s'agit pas de faire des casses, il ne s'agit pas de jeter des pierres, il ne s'agit pas de casser les édifices publics. L'organisation de cette activité permet de renforcer les liens de fraternité entre les habitants de ce quartier. Cela à quelques mois des élections. Dans l'actualité également, les stylistes, ils travaillent actuellement sous haute pression, à un jour de la fête de Ramadan. Ils doivent livrer les habits, la clientèle s'impatiente, eux tailleurs font de leur mieux. Parfois c'est chaud entre les deux camps. La réalité d'un couturier dans ce dernier virage avec Marouf Ba et Alpha Baldé. Dans la haute banlieue de Conakry, Maître So et son équipe travaillent sans répit depuis 2 semaines. Leur défi, livrer les commandes des clients avant la fête de Ramadan. Le bruit cadencé des machines marque la course engagée contre la montre. Depuis le 15, on a arrêté de prendre la vie. On ne voulait pas... Les gens viennent pleurer derrière nous, on n'a pas fait leur travail. C'est pour cela qu'on a arrêté. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont envie de prendre, mais je ne peux pas prendre parce que je ne peux pas finir ici la fête. Dans un coin de l'atelier, ces placards sont remplis d'habits de fête en attente d'être cousus. Plusieurs clients sont inquiets. Contrairement aux années précédentes, la présence de l'électricité est source d'espoir. Le maître couturier se veut rassurant. Je calcule, moi, j'avais pris 3 groupes que je travaillais avant. De temps en temps, tout ça, là, ça peut tomber en panne. Ça va tomber en panne, ça me retarde beaucoup. Mais maintenant, c'est amélioré beaucoup. Beaucoup, hein? Avec le courant, on est très satisfait. Cette dame est une fidèle cliente de l'atelier. Elle vient de récupérer ses habits, c'est le soulagement. Il a déjà fini de faire mes habits. Donc à chaque fois je viens ici, donc c'est pas pour la fête, je ne suis pas venue pour la fête. Parce que ça reste 2 jours. Local, en partenariat avec l'UNICEF Guinée.
Plusieurs mois ne notifient plus de cas Ebola, mais désormais qui sont beaucoup plus enclenchés dans le processus post-Ebola. Donc il s'agit pour nous de la relance de tous les programmes de développement, c'est-à-dire à savoir la fréquentation des services de santé par les populations, la reprise de tout ce qui est campagne de vaccination de routine, telles que la polio, la méningite, etc. chez les enfants. Et aussi, il s'agit de la consolidation des acquis, c'est-à-dire comment les populations doivent rendre pérennes toutes les bonnes pratiques qui ont été vraiment édictées pendant cette période Ebola. Le respect des règles d'hygiène, l'éducation des communautés, le renforcement de la vigilance ont été des sujets débattus lors de cette rencontre. Cette formation nous a permis, n'est-ce pas, à renforcer encore nos capacités de communication quand nous sommes en face des populations, surtout en temps d'épidémie. Elle est venue à point renommé. Pour des mesures de prévention, l'UNICEF a formé aussi 60 autres leaders communautaires dans la sous-préfecture de Tindo et Tiro, deux localités frontalières avec des pays touchés par la maladie. Et l'exemple ce soir d'une famille décimée par Ebola, 13 des 17 membres ont été emportés par la maladie. Il s'agit de la famille Souma, quartier Afia Minière. Le drame affecte la Croix-Rouge. L'institution a décidé d'aider cette famille au moins par la reconstruction de la maison familiale. Moussa Komara. Abbas, Yari, Buntourabi et Fatoumata sont les 4 survivants de la famille Souma à Afia Minière. Ici, 13 membres, y compris le père des familles, ont été tués par le virus Ebola. Après leur avoir apporté des vivres, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'engage à reconstruire la maison des victimes, un bâtiment fortement dégradé par les récentes pluies. C'est très important pour nous, tant que Croix-Rouge, Croissant-Rouge, on accompagne les familles, pas seulement dans les phases épidémie, mais aussi après l'épidémie, parce qu'ils ont des besoins immunitaires. C'est la raison pour laquelle on a lancé ce projet pilote, mais aussi on va continuer pour accompagner d'autres familles à niveau pour construire leur maison, s'ils ont besoin de maison, problème de santé, s'ils ont problème de santé. À 14 ans, cette fille a perdu ses parents dans cette épidémie dont elle a survécu. Mais elle en sort avec des problèmes oculaires. En plus de la reconstruction des bâtiments, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge va prendre en charge ses frais médicaux. Plusieurs d'entre nous dorment dehors depuis que notre maison s'est effondrée après le grand vent. Et si aujourd'hui, la Croix-Rouge a décidé de reconstruire la maison de la famille, nous ne pouvons que les remercier. Dans 2 mois, le bâtiment de la famille sera entièrement reconstruit. Le coût total des travaux est estimé à 51 millions de francs guinéens. Cet appui des sociétés de la Croix-Rouge s'inscrit dans un vaste programme lancé le 9 juillet en faveur des survivants et familles affectées par le virus Ebola. Des jeunes filles de Guinée au service de la paix se font appeler les Amazones de Kindia et œuvrent pour des Amazones de Yimbaya et œuvrent pour la réconciliation nationale. Ce matin, elles ont organisé une cérémonie de lecture du Coran pour accompagner les efforts des acteurs impliqués dans le processus. Elles s'intéressent également à la lutte contre Ebola. Rose Pocho. Ces derniers jours du Ramadan sont pour Fanta Diawara un moment d'intense prière. Par la sensibilisation, elle partage cette dévotion avec les autres filles du quartier. Ce jour, la mobilisation porte sur l'éradication du virus Ebola. Organisée aujourd'hui en association, elles aspirent à un seul objectif. Nous avons vu qu'aujourd'hui, notre pays est menacé par une maladie et nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran pour prier la clémence de Dieu, pour sortir la Guinée de cette maladie. Ensuite, prier pour l'unité nationale en Guinée. Ensuite, prier pour notre président de la République, le professeur Alpha Condé, afin que la paix règne en Guinée. Outre la sensibilisation sur les méthodes de lutte contre l'épidémie, les filles et femmes du quartier Yimbaya accompagnent leur lutte par des actes de foi.
C'est sur les résultats. Pendant 3 jours, les cadres de la fonction publique vont tenter de maîtriser les contours liés à ce nouvel outil de management qui améliore efficacement les qualités de service. Où en sommes-nous avec la campagne de récupération des réserves foncières de l'État? Depuis début juin dernier, la machine s'est mise en route pour dégager les domaines publics réservés à d'autres fins. Ce soir, dans l'émission Coup de projecteur, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire fait le point sur le niveau d'évolution de l'opération. Suivez. Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des Guinéens et de leur existence, nous sommes en discussion avec plusieurs partenaires. Nous avons signé déjà quelques conventions pour la construction de logements. De logements, soit de logements sociaux, soit de logements de haut standing, pour donc, je le dis bien, améliorer non seulement l'habitation, mais le cadre de vie, par conséquent le cadre de vie des citoyens guinéens. Donc, il ne faudrait pas que les gens prennent l'habitude d'aller s'installer sur les domaines de l'État. Et en tout cas, pendant le temps que je serai à la tête de ce département, je mettrai tout en œuvre pour récupérer tous ces domaines de l'État qui sont illégalement occupés pour que nous puissions honorer nos engagements vis-à-vis des partenaires qui n'ont besoin que de domaines pour commencer les constructions. Le ministre Lunseni Camara au micro d'Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata. L'intégralité à suivre à 22h30. Nos frères et amis français étaient en fête hier et nous avec eux. Le 14 juillet a été célébré à la résidence de l'ambassadeur de France. Moment de retrouvailles pour juger de l'excellence des rapports entre Paris et Conakry. Une grande délégation du gouvernement guinéen était aux côtés des résidents français. Makale Souma, Mekine Moussa Camara. Depuis la prise de la Bastille en France le 14 juillet 1789, cette date est devenue le symbole de la chute de l'absolutisme. Et depuis son instauration comme fête nationale, les Français la commémorent chaque année à travers le monde en faisant un bilan. En Guinée, l'ambassadeur Bertrand Cochery est largement revenu sur les liens qui unissent Français et Guinéens. Des liens qui se sont davantage consolidés depuis l'apparition de l'épidémie à virus Ebola. Lorsque la Guinée subit les épreuves, et l'épidémie d'Ebola est une épreuve sans précédent, que nous n'avons pas encore définitivement surmontée et dont nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences, la France est aux côtés de votre pays. C'est tout le sens de la visite historique du président François Hollande à Conakry le 28 novembre 2014. Le thème retenu cette année pour commémorer le 14 juillet est celui de la lutte contre le terrorisme qui nécessite solidarité et surtout audace, tout comme l'épidémie Ebola que traverse actuellement la Guinée. Je voudrais remercier la France pour sa contribution spontanée à la lutte pour l'éradication de ce fléau, ainsi que pour son engagement à accompagner la dynamique de reconstruction post-Ebola entreprise par le gouvernement guinéen. C'est au cours de cette même soirée que Dr Sakoba Keita, coordonnateur national de riposte à Ebola, a été décoré pour son engagement dans la gestion de cette épidémie. Cette décoration vient galvaniser mon énergie à œuvrer davantage pour le contrôle rapide de cette épidémie pour notre pays. C'est donc un vibrant hommage qui a été rendu ce 14 juillet aux 2500 personnes décédées depuis l'apparition de Ebola en Guinée, mais également à tous les médecins français, ONG et autres partenaires qui se succèdent en Guinée pour vaincre et éliminer cette épidémie contre quoi vigilance et persévérance doivent toujours être de mise. Cette épidémie, justement, l'UNICEF fait le point sur ce qui est acquis du côté de Farana en matière de prévention. L'institution a organisé récemment une formation à l'intention des leaders communautaires et agents de santé. Farana, pour l'instant, c'est 0 cas, mais comme on nous enseigne, il vaut mieux prévenir que guérir. Moussa Bangoura, Silati Kourouma. D'agents de santé de la préfecture de Farana à l'école pour la consolidation des acquis dans la riposte à Ebola. C'est pour maintenir le cap de 0 cas dans la préfecture. L'initiative est de l'ONG Association pour la promotion de la gouvernance des initiatives. Donc je ne peux pas venir, je suis venu juste pour prendre
mes habits. Moi, c'est la qualité qui compte. Contrairement à Safiatou, plusieurs autres clients devront attendre encore quelques heures. Chez Maître So, le désespoir n'a point sa place. On est toujours sous le choc du décès de notre bien-aimé et ami Ansoumane Damaro Camara. Il s'en va, plongeant ainsi le monde de la culture dans le deuil. C'est cet après-midi qu'il a regagné sa dernière demeure. C'est l'heure du grand repos pour Blasco, qui aura reçu des témoignages émouvants au Palais du Peuple. Mohamed Yampessouma. Cet homme était un véritable promoteur du showbiz de la sous-région. Ansoumane Damaro Camara Blackso a rendu l'âme lundi 13 juillet à Conakry des suites de maladie. Considéré comme l'un des meilleurs acteurs culturels du pays, Blackso s'est toujours battu pour promouvoir les artistes de la sous-région. Ansoumane Damaro avait réussi à créer une symbiose entre les artistes maliens et guinéens. Il tenait toujours à remplir le palais du peuple lors de ces événements. Aujourd'hui, le même endroit est plein pour lui rendre un vibrant et ultime hommage. Blackso, c'était vraiment un homme puissant de la culture guinéenne. Et moi, il m'a toujours soutenu. Partout où il me voyait, c'est avec les bras ouverts. Donc aujourd'hui, je suis vraiment touché. Il a été la première personne qui m'a tendu le micro. Il a eu confiance à ma personne. Sinon, il y a beaucoup de journalistes présentateurs en Guinée. Mais moi, il m'a choisi. Il m'a dit, présente mon spectacle. Je suis venue, j'ai présenté le spectacle de Saoutine. C'est parti comme ça. Kimbo, comme on l'appelait, était à tout moment disponible au service de la Guinée. C'est pourquoi, membres du gouvernement, députés et la famille culturelle pleurent à jamais son décès. Battu corps et âme contre vent et marée pour le rayonnement de la culture guinéenne. Il est difficile et même très difficile de parler en ce moment de Ansoumane Camara Blackso, couché comme il est, lui qui avait de l'énergie à revendre. Vous l'avez montré et démontré en même temps que notre fils Ansoumane Damaro Camara était plutôt le vôtre et nous vous en remercions. Je saisis l'occasion au nom de la famille pour charger Monsieur le Premier ministre de remercier tout son gouvernement et naturellement en son absence de remercier le président de la République. Ansoumane Damaro est né en 1968 à Monrovia, capitale libérienne. Kimbo était marié à une femme et père de 2 enfants. Blackso s'en va avec beaucoup d'ambition, dont la plus connue était d'exporter les talents des artistes guinéens vers les États-Unis. Il a regagné sa dernière demeure ce mercredi au cimetière de Cameroun. Blackso repose en paix. Amina, paix à l'âme donc de Blasco Damaro Camara. Un rendez-vous 23h30 ce soir pour l'émission Coup de projecteur avec Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata. C'est la fin de cette édition. Bonsoir. Ntana ngi ker fara suma kursi tinana alu fola fi kursi suko fure na mini alu na docteur fi nan ko toroma ngwa kursi nde faka mane suko fure ko ali mane moyen muna nan ko be donc na moyen tari nana nyama ngwa yo kursi nde ye no ma kasarde mais ka ali moyen tan nana kursi mu no ma kasarde suko fure ku ngwa ma fi ndive na kan tanna a wol mane ile dan gabin di kobir kaynan tanna ndambe khalsa kobri tampimma awal manna kobri anaboha awal mansiga maka 2014-2015 nous avons pu sortir une feuille de route dans laquelle nous avons différentes actions qui ont été planifiées et dont nous continuons la mise en œuvre avec l'appui des partenaires comme le PNUD, comme l'UNICEF, comme l'UNFPA, comme le PAN, comme Plan et autres.
Bonsoir. Deux titres au sommaire de l'actualité ce soir. Quel avenir pour les jeunes? Les étudiants aussi s'interrogent. Les consultations nationales de la jeunesse se proposent d'aborder les véritables problèmes qui assaillent les jeunes de Guinée. À suivre également J-1, la fête de Ramadan se prépare. Zoom ce soir sur le stress d'un styliste. Comment livrer les habits à temps? Les clients sont impatients. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. L'identification des besoins de la jeunesse guinéenne par zone est en cours. Ces consultations nationales devraient permettre à terme de recueillir les problèmes et aspirations des jeunes de Guinée. On s'intéresse ce soir aux étudiants. Ils sont en général à la fois ambitieux, prometteurs et inexpérimentés. Et ces rencontres sont pour eux une opportunité à saisir. Kerna Ousmane Diallo. Entamé le 25 mai dernier, la consultation nationale de la jeunesse se poursuit. Ce projet initié par le gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse offre l'opportunité aux jeunes de faire entendre leur voix. Dans les milieux universitaires, le projet est bien accueilli. Les étudiants expriment leurs préoccupations. Je suis un étudiant, mais un étudiant, normalement, il a le droit au stage. Tu travailles, tu étudies, après tu fais des stages. Et des stages qui sont rémunérés. Mais on n'a pas l'accès à ça ici. C'est ce qui fait que nous finissons les études, mais nous n'avons pas d'expérience. Et si tu étudies, après les études, tu pratiques ce que tu apprends, ça va dans la performance. Les institutions de crédit qui sont là, telles que les banques, n'octroient pas de crédit aux jeunes. Les jeunes ne sont pas du tout subventionnés parce que les banques disent qu'ils ont besoin de garanties pour subventionner les jeunes. Et nous, les jeunes, quand nous sortons de l'université, nous avons des bonnes initiatives, nous avons des bonnes idées. Mais lorsque nous ne sommes pas soutenus, on ne peut pas mettre en œuvre. La consultation nationale de la jeunesse est aussi perçue comme une revue à mi-parcours de la stratégie de développement de la jeunesse et des sports 2010-2020. Plus de 2000 jeunes sont mobilisés pour la réussite de l'opération, censée couvrir tous les quartiers de la Guinée et toutes les sous-préfectures du pays pour déterminer la cartographie des difficultés qui entravent l'épanouissement des jeunes. À la tête de cette entreprise, une jeune commissaire porte-voix de la jeunesse, c'est elle qui remettra le cahier de doléances des jeunes Guinéens au chef de l'État dans la première semaine du mois d'août prochain. Ce qui change déjà, c'est que ce soit nous les jeunes qui parlons aux jeunes. Ce sera nous les jeunes qui demandons aux jeunes ce qui ne va pas, ce qui ne va vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Et ça crée, au fait, entre nous, ça crée une déchirure. Parce qu'avec l'autre génération, nous ne nous retrouvons pas. Si nous regardons les cadres, les jeunes, nous disons qu'il y a trop de vieux qui devraient aller à la retraite. Mais ce n'est pas juste ça. Cette consultation, c'est pour qu'on se dise que vraiment l'État nous donne une place dans cette société, qu'on a le droit de s'exprimer et de discuter avec eux. Le processus est dans sa troisième phase. Le moment de synthétiser les différents rapports des équipes dépêchées sur le terrain pour collecter les informations afférentes aux préoccupations des jeunes de 15 à 35 ans. Fonction publique, on se dirige vers une obligation des résultats des travailleurs guinéens. Un outil de management vient d'être mis à la disposition du département pour une gestion axée sur les résultats. Pour l'instant, on est à la phase formation. Une trentaine de cadres se familiarisent avec cette technologie. Baba Kouyaté. La nouvelle approche d'une administration moderne et efficace est basée sur la GAR, la gestion axée sur les résultats. Un outil considéré par les spécialistes de la réforme comme la logique de la qualité, de l'efficacité et la logique de l'économie. Une trentaine de cadres de la fonction publique se familiarisent avec cet outil de nouveau management public. Comme vous le savez, la réforme en cours dans le pays s'inscrit dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Discuter avec le participant des orientations stratégiques pour implanter progressivement la gare dans l'administration publique guinéenne. Le service rendu aux citoyens est au cœur de la nouvelle politique de modernisation de l'administration. La gare est donc considérée comme un outil impératif à cet effet. D'ailleurs, la dernière loi organique des finances tient compte de la nouvelle donne. Notre Assemblée nationale a voté la loi organique relative aux lois des finances et cette loi organique relative aux lois des finances met l'accent sur le budget programme. Ça veut dire que nous devons passer maintenant du budget classique au budget programme. Or, le budget programme est un des outils de la gestion